Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 30e épisode et dernier de la saison 2 de Slow Marketing. C'est un épisode spécial car on y fête les 1 an du podcast. Et pour cela, j'ai une invitée, mais c'est elle qui va me poser des questions, vos questions. Avant de commencer l'interview, j'aimerais accueillir et remercier Laureline Dargerie qui va m'interviewer aujourd'hui. Avec Laureline, nous avons déjà enregistré un épisode ensemble lors de la saison 1 sur le storytelling éthique. Laureline, comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, écoute, ça va très bien, Anaïs. Je suis ravie d'être de l'autre côté pour cette interview très spéciale et surtout de célébrer cet anniversaire de podcast. C'est un grand honneur, donc je te remercie pour cette invitation. Encore merci à toi pour ta participation. Écoute, je vais te laisser la main pour les questions. Eh bien, c'est parti. Donc, c'est moi qui prends le micro cette fois. Écoute, comme c'est un épisode très spécial, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui peut-être te découvrent à travers cet épisode ? Oui, bien sûr. En plus, je réalise que je ne l'ai jamais fait sur le podcast. Il n'est jamais trop tard. Moi, je suis spécialiste en marketing digital depuis plus de 10 ans. J'ai au préalable travaillé en tant que directrice marketing, notamment dans une start-up parisienne dans le sport connecté, le team building, pendant presque 5 ans. Et depuis 2019, je suis à mon compte. Je suis consultante et formatrice en stratégie marketing responsable. Et depuis 1 an, créatrice du podcast Slow Marketing. Et justement, on va revenir un peu plus tard sur tout ton parcours professionnel que tu incarnes très bien avec ce podcast. Et justement, ton podcast, ça s'appelle Slow Marketing. C'est un peu la question aussi qu'on se pose souvent quand on est invité à ton podcast. Mais du coup, toi, on ne connaît pas ta définition du slow marketing. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et juste, c'est quoi en fait ta définition personnelle ? Comment tu l'incarnes au quotidien ? Ouais. Alors déjà, l'idée du nom slow marketing, elle m'est venue parce que j'avais en tête de parler de marketing responsable et durable, etc. Mais dans marketing responsable, je trouve que j'arrivais pas à vraiment toucher l'ensemble des sujets sur lesquels je voulais prendre la parole et non plus la philosophie qu'il y avait derrière. Et je me suis rappelé un exposé que j'avais fait au lycée en cours d'italien sur le mouvement Slow Food, qui est un mouvement en Italie qui a été lancé après l'arrivée des premiers McDonald's, etc., sur justement ralentir, retourner sur le patrimoine, les valeurs de la cuisine italienne, etc. Et puis moi, derrière, plus tard, il y a tout ce qui est le mouvement slow fashion qui m'avait vachement intéressée sur justement l'industrie de la mode et ses dérives. Et je trouvais que du coup, slow marketing allait bien dans cette lignée de en fait, on pourrait aussi ralentir et réfléchir un peu plus à nos actions marketing, à nos stratégies, aux outils qu'on utilise, etc. Et donc, pour moi, c'était un peu dans cette lignée-là. Et si je dois donner une définition au slow marketing, pour moi, c'est surtout la qualité avant la quantité et la réflexion sur les conséquences de ces actes. Je pense qu'on ne l'a pas assez porté ces dernières années dans notre métier. Je suis bien d'accord d'ailleurs. De mémoire, durant notre épisode, on avait parlé d'hibernation marketing, oui. Un concept que j'aimais beaucoup. C'est vrai. Et pour rejoindre ta définition justement de ce slow marketing, de ralentir, de remettre du sens aussi dans ces métiers, c'est quoi finalement toi à titre même personnel ce qui t'anime, tes valeurs, tes combats, voilà, on ne connaît pas non plus de l'autre côté de la caméra. Moi j'ai déjà des engagements environnementaux assez forts. Je mange plus de viande depuis plusieurs années, je ne saurais même pas dire depuis quand, mais au moins 5-6 ans. Pareil, tu vois, je t'avais dit, je te parlais mon déclic sur la mode. Je sais que depuis que je suis 2015, quand je me souviens très bien, c'est quand j'ai emménagé à Paris et que j'ai eu un peu mes premiers vrais salaires, etc. Je voyais tous mes copains qui faisaient les magasins tous les week-ends et là, j'étais là genre, qu'est-ce qu'on fait en fait, ça va pas du tout. Et c'est là aussi où j'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs. Donc ça, c'est plus pour mes engagements environnementaux. J'essaie de vraiment faire le maximum de ce qui est en mon pouvoir pour limiter mon impact. Une chose aussi que je fais maintenant, c'est que je fais mon bilan carbone tous les ans. Je vais le faire là cette semaine.
Et c'est pas un et t'es à exercice combien facile. Je vais le faire là, il faut que c'est ma tâche du week-end. du Mais week-end? la dernière fois, je pense que j'étais à 6 Ah à ouais, 6 tonnes par an. Mm. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, je sais que c'est pas un exercice facile parce que ça met vraiment face à sa réalité oui, je prends encore l'avion, oui, mon alimentation, certes, est végétarienne, mais il y a encore des choses que je pourrais améliorer, etc. Donc, mais j'essaye maintenant c'est dans mes résolutions annuelles de le faire désormais une fois par an. Et sinon, dans mes autres engagements, moi, j'ai un engagement féministe assez fort qui me porte de par ma position de femme. Et en fait, ouais, j'essaye aussi dans mon travail, dans mes actions, de porter cet engagement-là, parce que je pense qu'il est important qu'il soit dans tous les points de notre société, quoi. Ouais, et puis de toute façon, engagements sociaux, environnementaux, c'est Ouais. très lié. Il y a le mouvement de l'écoféminisme qui est intéressant d'ailleurs sur ces questions. Super, en tout cas. Merci Anaïs pour ces partages. Et petit moment rétrospective, on est quand même sur un épisode spécial anniversaire. Donc si on regarde en arrière, c'est quoi en fait le moment qui te semble le plus marquant de cette première année de podcast? Et ben, tu vois, j'ai réfléchi à cette question et franchement, le moment le plus marquant pour moi, c'était de voir ma tête sur Spotify quand les premiers épisodes sont sortis. C'est vraiment genre dans la liste des podcasts et j'étais là genre waouh, j'étais entre la poudre enfin, tu vois, j'étais là genre mais j'hallucinais quoi. J'étais là genre en fait, je suis là, genre c'est possible. Ouais, le lancement des premiers épisodes, les retours positifs aussi, parce qu'en fait, il faut voir que moi, j'ai eu ce déclic-là en me disant, en fait, j'en avais marre de recevoir des newsletters sur faire 15 fois plus de bénéfices en 3 fois moins d'efforts grâce à cette technique marketing révolutionnaire. Et j'étais là, non, mais on peut pas, en fait, continuer avec ce type de message. Enfin, c'est normal qu'il y ait complètement une décorrélation entre les objectifs marketing et de croissance et économique qu'on se donne et ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Et en fait, de se dire, bah voilà, il y a ces lives, il y a des gens en plus qui écoutent, qui me font des retours positifs, qui connectent aussi avec, pour lequel ce message résonne, bah en fait, ça a été vraiment hyper fort, quoi. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as lancé rapidement, ce podcast. Enfin, comment ça a été quoi le déclic là? Tu nous as un peu dit le déclic, mais ensuite, c'est quoi les étapes qui sont intervenues? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée, c'est venu très rapidement, ce déclic de cet email de trop que je recevais, j'étais là, en fait, c'est plus possible. Le nom est venu assez rapidement en même temps, et j'étais là, en fait, voilà, j'ai un nom, j'ai un concept, je sais de quoi je veux parler, et je pense, moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc je crois que peut-être le lendemain ou le jour d'après, je vois Caroline Mignot qui sort une formation pour lancer son podcast et je m'inscris, donc je fais la formation dans le week-end et je me lance le challenge de sortir le podcast en un mois, quoi. Donc c'était très 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 rapide, ouais. Le mois de décembre de l'année dernière a été vraiment dédié à ça mais je suis comme ça en fait. Sinon je procrastine et les choses ne sortent pas, donc c'est tout ou rien, quoi. Je te comprends là-dessus. Et là, tu nous as un peu dit un moment marquant, mais j'imagine que tu as aussi eu des défis. C'est quoi, par exemple, est-ce que tu peux nous raconter un défi particulier que tu as rencontré et comment tu as réussi à le surmonter? Qu'est-ce que tu en as appris? Ouais, je pense que un des plus gros défis, ça a été de sous-estimer la charge de travail. Et notamment, moi, je te dis, je me suis lancée tête baissée avec un rythme de publication, un épisode par semaine, que j'ai tenu 3 mois. Mais en fait, ça a failli faire arrêter le projet tellement c'était pas soutenable pour moi, parce qu'il faut voir que le podcast, c'est pas mon activité principale. Je gagne pas d'argent dessus et il faut quand même payer mon emprunt. Et donc, du coup, j'ai quand même mes activités projets, mes clients à côté qui sont toujours la priorité. Et un épisode par semaine, c'était beaucoup trop, sachant qu'en plus, moi, je fais tout de A à Z. C'est moi qui fais le montage, qui démarche les intervenants, qui trouve les questions, les sujets, etc. Donc ouais, ça, c'était un des gros défis et d'être capable
peut-être de renoncer à un certain résultat, parce qu'effectivement, un podcast, si on poste un épisode par semaine, ça marche mieux. Et j'avais plus d'écoute quand je postais un épisode par semaine. Mais de ne pas sacrifier ma santé mentale et physique pour un projet qui me tient à cœur, et que je préfère être là aujourd'hui et me dire ok, ça fait 1 an et je sais qu'on va avoir encore une 2e et 3e année et plein d'autres années derrière, que d'avoir essayé à tout prix de vouloir faire un épisode par semaine et potentiellement d'avoir arrêté le projet parce que j'aurais été épuisée en milieu d'année, quoi. Et en plus, ça s'appelle slow marketing, Ouais. donc ralentir et penser à la santé mentale. Et aujourd'hui, tu as combien d'épisodes? Du coup, tu es passé de 1 par semaine à... Un toutes les 2 semaines. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est aussi rajouter des saisons, c'est-à-dire que je fais des saisons de 10 épisodes avec une pause de 2-3 mois entre les deux. Donc ça aussi permet de souffler un peu et de mieux préparer la saison suivante, quoi. Ouais, de te régénérer. Exactement. Et si on revient un peu sur toi, parce que du coup, tu es passionné c'est du slow marketing, tu es passionné par le marketing engagé, tu reçois plein d'expertes et d'experts sur le sujet. Mais toi, dans ton travail, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier que tu fais et comment ça se reflète finalement dans ton podcast? Ouais. Moi, j'adore, je suis quelqu'un de très créative, mais aussi de do it yourself. Mes activités préférées, c'est tricoter, faire de la couture, etc., retaper mon appartement. J'adore faire moi-même les choses, avoir la vision et faire les choses. C'est quelque chose que j'applique dans mon métier aujourd'hui parce que j'accompagne principalement des PME et des startups, ce qui me donne l'opportunité d'avoir à la fois cette vision stratégique, mais en même temps de mettre en place les choses chez mes clients. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et le podcast, pour ça, en reflète vraiment parce que j'ai fait la vignette du podcast, j'ai tout imaginé, l'intro, etc. C'est pas parfait, mais c'est vraiment de ma pure créativité jusqu'à la mise en place. Et l'autre chose aussi que j'adore, c'est que c'est un nouveau média et que ça vient me challenger dans à la fois mes compétences, mais aussi des questions que je vais me poser sur l'impact environnemental et sociétal de chaque action que je fais. Donc, tu vois, ça m'a permis énormément de bosser et de monter en compétence sur la compression des fichiers et de différents formats, vidéo, audio, etc. Ce qui n'était pas forcément, c'était un sujet sur lequel que je faisais avant, mais j'avais peut-être pas autant d'expertise. Donc ouais, je dirais ça mon principal. Et d'ailleurs, moi j'ai une question très perso, pourquoi les dinosaures? Alors justement, les dinosaures, c'est venu d'une blague à la base avec un de mes colocs à Montréal quand j'étais en année de césure là-bas. Et j'ai commencé à en avoir 2-3 chez moi. Et maintenant, j'ai une collection de dinosaures. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de... une collection de dinosaures à la maison. Et il y en a plus d'une trentaine dans mes plantes. Donc ça a toujours été un petit peu... pourtant, j'y connais rien aux dinosaures, mais j'ai une fascination pour l'objet et l'image que ça a. Et du coup, ça a très vite fait le lien de me dire je veux pas que le marketing disparaisse comme les dinosaures, et donc du coup c'est aussi cette nécessité de repenser son métier, ses pratiques, etc., quoi. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que d'un point de vue même environnemental, on parle souvent, on fait souvent des comparatifs avec les dinosaures plutôt pour rappeler qu'aucune espèce est éternelle. Complètement. Donc moi je trouvais ça chouette que tu dises le dino. Et un dernier rebond sur ce que tu nous as partagé d'un point de vue professionnel, parce que je pense qu'on arrive aussi sur une ère où beaucoup de personnes se posent des questions sur leur métier, comment s'engager à travers leur métier, même quand ils sont dans des domaines, d'ailleurs sûrement beaucoup de tes invités sont dans des domaines plutôt de marketing engagé. Parfois, toujours on se demande est-ce que je suis suffisamment engagée, de quelle manière je peux aller plus loin. Ce serait quoi un peu toi tes conseils et même tes retours là-dessus, à quel point on peut s'engager par le travail, à quel point aussi on peut se faire attention à soi, parce qu'il y a pas mal d'éco-anxiété aussi, et voilà, comment trouver un juste équilibre dans ses voies professionnelles. Oui, ça je pense que c'est vraiment un sujet hyper important. Moi, cette anxiété et cette quête de sens, je l'ai déjà vécu à la fin de mon expérience à Paris. J'étais vraiment en doute complet sur mon métier, la manière de le pratiquer, etc.
je trouvais que, tout ça pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des campagnes marketing, pourquoi, c'était vraiment pourquoi tous ces objectifs de croissance démesurés, pourquoi toujours plus, pourquoi c'est jamais assez, c'était vraiment, j'avais une perte de sens complet sur mon travail, ses actions, les outils que j'utilisais, etc. Et l'éco-anxiété, tu vois, que tu as mentionné, pareil, je la vis encore, ça m'arrive encore de la vivre au quotidien parce qu'en fait, on est dans une société où on nous matraque des messages publicitaires du toujours plus et du jamais assez et où il y a des choses qui font absolument pas sens, tu vois. Moi, j'ai ma famille qui habite dans le sud de la France et je fais à peu près 2 fois par an un Bruxelles-Avignon. Je le fais en train à 300 € alors que je pourrais le faire en avion pour 60 € et c'est juste, il y a des manques de cohérence partout. J'ai pas spécialement de solution contre cette éco-anxiété et même cette quête de sens. Après, je sais que justement, moi, ralentir, prendre du recul, c'est des choses qui m'ont fait énormément de bien ces dernières années. Accepter qu'on peut pas faire tout parfaitement. Je pense que c'était justement dans une interview cette année avec Alison Béjon, je ne sais plus quel numéro d'épisode, je le remettrai en ressources, où une des conclusions qu'elle disait, c'est le zéro carbone, l'impact zéro n'existe pas en fait. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de faire de son mieux, c'est de s'informer, de faire des choix en connaissance de cause. Donc c'est aussi ce que j'essaye de faire aujourd'hui quand j'accompagne mes clients. Une chose que je vois souvent, c'est l'accumulation des outils marketing, des stratégies, des templates, et qu'il y a une overdose en fait de vouloir être partout sur tous les réseaux, sur tous les canaux et de tout mettre en place parce que les informations sont disponibles. Et donc là, une première étape, c'est déjà prendre une phase de recul et de regarder qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'on doit vraiment garder. Et la deuxième étape, c'est de faire de son mieux et d'essayer d'à chaque fois d'améliorer et de monter en compétence sur ces sujets, mais d'y aller un pas à la fois, quoi. Et je pense que tout de même, avec ton podcast et tous les contenus qui existent justement sur le slow marketing, finalement, c'est aussi des nouveaux récits et c'est important à mon sens parce que tu permets aussi de repenser autrement le marketing, qui a d'autres façons de raconter ces histoires. Et c'est peut-être aussi ce qu'on vit quand on est éco-anxieux, mais qui nous sort de l'éco-anxiété, c'est de voir qu'il y a d'autres récits possibles, même généraux, et que c'est heureux, joyeux et que c'est possible. Et du coup, c'est sûr que ton podcast y contribue, donc ça fait plaisir. Et justement, on va parler maintenant d'éthique du podcast. Est-ce que toi, tu penses que le podcast audio, c'est le format le plus éthique pour communiquer? Et si oui ou non, pourquoi? Parce que c'est quand même des questions qu'on se pose aussi sur les canaux. Alors, tu vois, je réfléchissais ce matin à cette question parce qu'en fait, je me posais la question du mot éthique. Parce qu'en fait, alors, certes, je pense que le podcast aujourd'hui, c'est le média qui a le média qui aurait le moins d'impact environnemental. En tout cas, c'est sûr par rapport à de la vidéo. Mais tu vois, et c'est encore une estimation parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de chiffres, on ne sait pas comment sont stockés. J'ai aucune idée de comment est stocké et diffusé mes podcasts sur toutes les plateformes de podcasts. Tu vois, je ne sais pas l'origine des serveurs, tout ça. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on n'a juste pas d'infos. Mais tu vois, je me suis posé la question du mot éthique parce qu'en fait, encore une fois, éthique, n'importe quel format, canal de communication peut l'être parce que ou peut ne pas l'être. Tout dépend de la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire que si moi, là, aujourd'hui, j'enregistre mon podcast, toi, cet épisode ensemble, et que au lieu de faire le montage par moi-même, ou par quelqu'un que je rémunère de manière correcte, je décide en fait de délocaliser le montage de mon podcast à un freelance à l'autre bout de la planète pour un coût misérable, même pour son pays. Enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment, du coup, est-ce qu'il y a de l'éthique là-dedans, tu vois, ou, je pense que l'éthique, elle est justement dans la manière dont on fait les choses. Et typiquement, aujourd'hui, de par la digitalisation et
il y a plein de manières de faire des choses qui sont pas éthiques et elles sont là, elles sont disponibles, elles sont accessibles en deux clics et c'est toujours une question de choix et de comment est-ce qu'on décide de faire les choses. Et puis pour revenir sur l'impact environnemental, moi, une des choses, j'ai mis pas mal de choses en place par rapport au podcast, notamment ne pas acheter de matériel neuf, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, en ligne, etc., les 3/4 de l'impact, c'est notre matériel. C'est pas nos usages, c'est pas combien de posts je fais versus mon voisin, c'est le matériel. Donc moi, ça a été vraiment la chose qui me tenait à cœur de commencer avec que du matériel, soit que j'avais déjà, soit de seconde main. Et le deuxième chose, c'était la compression de mes fichiers et pareil, monter en compétence sur comment est-ce que je peux faire des exports qui soient toujours de bonne qualité, mais qui réduisent drastiquement le poids des fichiers, quoi. Ouais. Et peut-être qu'aussi, on parle souvent que suivre les algorithmes, etc., ça va rarement dans la bonne direction d'être justement éthique et responsable. Et c'est amusant le fait qu'au début, tu lançais en hebdo et que ton corps, ton esprit, en fait, t'ont même juste dit de ralentir, etc. Et ça peut aussi être un positionnement intéressant de finalement parfois ne pas suivre, donc c'est pas toujours dans nos intérêts au démarrage, mais de pas suivre les algos et de ralentir et d'avoir un rythme aussi plus soutenable pour sa santé et aussi du coup pour l'environnement, et que la qualité au bout d'un moment finit tout de même par remonter. Et moi je trouve ça intéressant aussi d'avoir une démarche un peu à contrario pour être dans une démarche plus slow, plus éthique, donc je trouve ça intéressant aussi. Oui, complètement d'accord. Et en termes de diversification des formats, est-ce que toi, tu imagines te diversifier sur d'autres formats, comme par exemple, tu parlais de vidéos, donc faire des pastilles vidéo, ou magazines, d'autres formats, et qu'est-ce qui te motiverait dans cette diversification ? Oui, justement, c'est des sujets sur lesquels je réfléchis beaucoup depuis ces derniers mois et qui sont un peu dans ma bucket list de 2024. Et notamment, je vais commencer par qu'est-ce qui me motive, tu vois. Ma motivation principale pour la diversification, c'est vraiment d'atteindre et d'éduquer une audience plus large. Parce que le podcast, c'est un super média parce que on a l'attention des personnes, on peut vraiment aller dans le fond des sujets. Et prendre son temps, mais c'est très très difficile de développer une audience et ça prend du temps versus d'autres formats, typiquement la vidéo, qui permettent aujourd'hui de donner beaucoup plus de visibilité au message. Et alors ça a été des grands questionnements ces derniers mois, mais finalement j'ai trouvé un peu un entre-deux avec l'idée de publier des vidéos au format court, bien entendu compressées et optimisées pour en réduire au maximum le poids, et de suivre aussi dans le temps, de me dire que ces vidéos-là, je vais pas les laisser ad vitam aeternam sur tous les réseaux, de supprimer mes posts. Donc j'ai un rappel dans 3 mois pour supprimer ces posts-là. Et ça, c'est important pour moi. Ça a été une manière de trouver une espèce de compromis entre en fait, si je veux de la visibilité pour mon message aujourd'hui, la vidéo est le meilleur moyen. Mais en même temps, la vidéo est ce qui a le plus d'impact. Donc voilà, on fait comme on trouve un peu un entre-deux. Et un deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est j'aimerais publier un livre sur le slow marketing. Donc ça, c'est un gros projet, mais voilà, j'ai commencé à mettre la graine et on va arroser tranquillement. Et en plus, le livre, c'est quand même un bel objet slow, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Souvent, c'est déconnecté. Donc, ça ferait complètement sens. Effectivement, ce serait un beau projet pour 2024. Ouais. Si, mais c'est complètement... c'est encore un plus gros saut dans le vide que de lancer un podcast, je pense. Oui, c'est autre chose, hein, mais... Et d'ailleurs, tu parlais d'élargir ta cible, ce que je trouve intéressant. Aujourd'hui, ta cible de slow marketing, c'est essentiellement des professionnels du marketing ou des personnes qui sont plus dans des démarches justement de responsabilité éthique plus globale. Est-ce que
tu sais un peu qui t'écoute et vers quelle cible tu aimerais justement t'ouvrir? Oui, moi, ma cible principale, c'est clairement des professionnels du marketing et de la communication. Ouais. Potentiellement aussi des dirigeants d'entreprise, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet qui les concerne aussi. Mais c'est à eux que je veux m'adresser parce qu'en fait, c'est au niveau des décisions qu'on doit, de la prise de décision qu'on doit en fait faire la différence. Maintenant, à ma grande surprise, je sais que j'ai aussi pas mal de personnes qui sont pas forcément dans le marketing qui m'écoutent. Bonjour. Et, Hello! donc des gens de mon entourage forcément, mais aussi dans les retours que j'ai par mail ou sur les commentaires. Et je pense que ça vient du fait que je cherche à rendre le podcast quand même toujours accessible. Il y a quelques épisodes qui sont peut-être un peu plus techniques que d'autres sur certains termes, mais je pense que à chaque fois, j'essaye que les termes soient au maximum accessibles pour toute audience. Et je pense que c'est quand même important qu'il n'y ait pas uniquement des experts du marketing qui écoutent le podcast, parce que finalement, on est tous concernés par le marketing, parce qu'en fait, on est tous des consommateurs, qu'on le veuille ou non. Donc, avoir cette prise de conscience aussi sur les enjeux qui se passent derrière le marketing, mais aussi derrière nos décisions d'achat, nos envies, etc. Je pense que c'est un point important de l'évolution des mentalités et du marketing de demain, quoi. Ouais, et puis comme savoir c'est pouvoir, c'est toujours intéressant de comprendre justement ton consommateur, qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme de cette manière et quels sont tous les rouages derrière tout ça, c'est primordial. Et justement, si on revient sur le podcast, il y a quand même de plus en plus de personnes qui écoutent, mais aussi qui veulent se lancer dans le podcast. Et toi, ce serait quoi en fait tes conseils à un professionnel de la communication qui souhaite se lancer dans un podcast dédié cette fois aux professionnels? Ouais, bah, je pense que le conseil numéro 1, c'est vraiment de définir un objectif clair et un public cible. Ça, mais bon, c'est pour tout projet Ouais. qu'on lance. Et Et toi, c'était ensuite, quoi d'ailleurs ton objectif? mon objectif, c'était vraiment de se faire poser, enfin, remettre en question le marketing d'aujourd'hui. Ok. Donc, c'est Très à bien. chaque fois d'essayer de questionner ce qu'on pense être des bonnes pratiques, ce que tout le monde fait sans vraiment remettre en question l'utilisation de tel outil ou de telle pratique, etc. Donc, c'était vraiment de poser le maximum de questions. Ouais. Mon deuxième point, bah, enfin, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de s'écouter en fait en termes de rythme de production de contenu. Ça, ça marche pour le podcast. Je le dis aussi quand j'accompagne des clients sur la création de contenu sur LinkedIn ou quoi. Il n'y a pas de rythme parfait. Le seul rythme qui compte, c'est celui que vous allez être capable de tenir dans le temps, quoi. Parce qu'on n'est même pas, on n'est pas sur un marathon versus un sprint là. On est sur de l'ultra trail. Il va y avoir des côtes à plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc, en fait, et on est sur une course de 100 km ou plus. Donc, il va falloir tenir sur la durée. Donc, et c'est ça qui fait la différence. Par contre, et le dernier point, c'est de pas être trop focus sur, pour le coup, les métriques, enfin, un peu les vanity metrics, mais d'écoute ou d'abonnés, etc. Parce qu'elles mettent du temps à arriver et que ça peut être frustrant au début. Et si on se cale que là-dessus, en fait, pareil, moi, au bout de 6 mois, j'aurais arrêté le podcast parce que s'il n'y aurait pas eu de ROI, comme on aime bien dire. Mais en fait, de se concentrer plus sur le message qu'on essaye de faire passer et l'impact qu'on a. Moi, j'ai clairement senti que le jour où j'ai sorti le podcast, ça m'a tout de suite donné une crédibilité, une visibilité sur la thématique du marketing responsable, alors que ça faisait déjà plus de 2-3 ans que je bossais et que j'écrivais et que je réfléchissais sur ces sujets-là. Mais en fait, le podcast m'a donné une étiquette marketing responsable que j'avais pas autant avant. Et ça, même sans que les personnes écoutent en fait le podcast, quoi. C'est juste donc ouais, c'est un peu, ce serait mes 3 principaux conseils. 3 principaux conseils. Et puis j'imagine aussi que quand on fait un podcast spécialisé comme le tien, ça t'apprend aussi énormément et du coup ça te permet de te développer vitesse grand V sur ces questions. Et du coup aussi pour aller plus loin pour des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans le podcast, toi en moyenne ça te prend combien de temps pour produire et diffuser un podcast, un épisode?
C'est une très bonne question. Un peu difficile d'y répondre parce que ça. Bon, déjà, j'ai énormément. Je pense que il y a un an, un épisode me prenait 1 à 2 journées complètes entre Ouais. l'idée, l'écriture, trouver l'intervenant, poser des questions, enregistrer, faire le montage, préparer toutes les communications, etc. Donc, c'était vraiment énormément de boulot. L'expérience fait qu'il y a des choses que je fais beaucoup plus rapidement aujourd'hui, mais aussi j'ai simplifié énormément le process notamment le montage, etc. Je pense qu'aujourd'hui, un épisode, en tout et pour tout, me prend une demi-journée de travail. Ok. Des fois, une journée si j'ai plus de recherches à faire en amont, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que j'arrive à une interview d'expert, en fait, entre le moment où je vais avoir l'idée du sujet, trouver l'expert et sortir l'épisode, tout et pour tout, je dirais une demi-journée de travail. Ouais, donc très positif comme message. Ça revient sur ton conseil 3, c'est de ne pas lâcher parce qu'au début aussi, j'imagine, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. On peut galérer, mais après quelques mois, etc., finalement, ça prend beaucoup moins de temps et ça prend quand même moins de temps. Après, j'ai aussi lâché prise sur plein de choses comme mes E et du coup une éthique de langage. Où avant, j'étais là, je passais des heures entières à les scribbler, à les enlever du montage. Aujourd'hui, je suis là, en fait, non. C'est pas ce qui, ça n'enlève pas de la valeur à l'épisode. Ça en ajoute pas, certes, mais c'est pas grave, quoi. Trop bien. Et dans le podcast, il y a aussi la participation au podcaston. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que je trouve ce projet super et est-ce que toi, tu envisages d'y participer, parce qu'il y en a un qui arrive en mars 2024. Voilà, raconte-nous un peu ce que c'est et si tu as envie d'y participer. Ouais, le podcaston, c'est un événement caritatif qui a lieu pour la 2e fois cette année, donc qui aura lieu en mars 2024. J'ai pas eu l'occasion d'y participer l'année dernière parce que justement j'étais dans cette période en mars où j'étais en surcharge d'un épisode par semaine et j'avais vraiment envie, mais c'était pas possible. Enfin, j'étais en pré-burnout de mon propre podcast. Mais j'ai vraiment envie d'y participer cette année. L'idée, c'est en fait de mettre en avant des associations pendant un épisode et un peu sous le format du Téléthon, quoi, et de faire vraiment juste mettre en lumière des associations pour faire de l'appel aux dons ou au bénévolat. Donc moi là je suis en train de justement réfléchir l'association que j'aimerais bien mettre en avant en mars, sachant que la saison 3 qui sortira en mars sera un focus vraiment impact sociétal du marketing. J'ai envie de parler de handicap, sexisme, militantisme, représentation. Donc il y a plein de sujets là-dessus. Donc si vous avez d'ailleurs des associations à me recommander, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis preneuse. Moi, j'en ai plein, je t'en écrirai aussi. Trop beau projet en tout cas. Hâte de voir comment ça va se passer en mars 2024. Et on arrive sur les prochaines étapes, Anaïs. Donc là, on démarre une nouvelle année, mais aussi une nouvelle année pour ton podcast. C'est quoi les prochaines étapes qui nous attendent sur le podcast Slow Marketing? Donc tu nous as un peu teasé déjà, mais est-ce que tu as des thèmes, des invités surtout en tête et quelle forme ça va prendre? Enfin voilà. Oui, il y aura déjà cette saison 3 avec, comme je te disais, un thème 100% impact sociétal, qui je pense est un sujet encore trop peu développé dans les conférences et blogs marketing. Et moi, j'ai vraiment envie, mon objectif, c'est de faire 10 épisodes pour vraiment tout comprendre de l'impact du marketing sur nos sociétés et ses leviers d'action pour changer le monde. Ça, c'est vraiment mon ambition. Comme je disais, j'ai plein de sujets en tête. J'ai une wishlist d'intervenants, comme notamment Rose Lamy, qui a écrit un livre passionnant sur le discours sexiste dans les médias. Et je pense que typiquement, une personne comme elle a beaucoup à nous apprendre sur le discours sexiste dans le marketing et la communication. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai envie de parler du handicap dans le digital, comment il est comment il n'est pas pris en compte, justement, mais aussi potentiellement de militantisme, de marketing associatif, toutes ces choses
je trouve, sur lequel on prend pas assez de temps de se pencher. Donc ça, c'est un de mes gros projets qui me tient à cœur. C'est cette saison 3 focus impact sociétal. Et un autre projet sur lequel je travaille actuellement, c'est de créer un guide et un outil de suivi sur Notion pour réaliser un audit de responsabilité de ses actions marketing. Ah, trop bien. Ça fait, j'ai commencé à travailler dessus cet été, je tâtonnais un peu, je commence à arriver à une version qui m'intéresse bien, donc je pense que je vais bientôt partager plus d'informations, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir aller une fois par trimestre ou par semestre, de pouvoir analyser toutes ces actions marketing et en fonction d'indicateurs disponibles, de pouvoir analyser l'impact environnemental et sociétal de chaque action marketing, quoi. Trop bien, j'adore cet outil. Et ta 3e saison, tu sais un peu quand est-ce que tu veux la lancer? Je vise mars pour le moment. Après, comme je te disais, j'ai envie de faire les choses bien. Donc, si ça doit prendre un peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps. Mais étant donné que là, j'ai 2 mois pour la préparer, ouais, c'est ça. Ouais, génial. On te mettra aussi des idées d'invités parce qu'il y en a plein sur ces sujets qui sont chouettes. Et toute personne qui écoute Slow Marketing sait que tu termines chaque épisode par la question un peu signature sur en fait qui on aimerait que tu invites pour les prochains épisodes. Moi, je t'avais quand même collé une colle parce que je t'avais proposé Aurélien Barraud, mais bon, il faut toujours tenter. Mais du coup, toi, si qui tu aimerais avoir sur le prochain épisode de Slow Marketing? On peut faire version utopie et version réaliste. Je ne sais pas, parce que des fois, l'utopie peut être réaliste. Mais moi, récemment, j'ai fait un post d'ailleurs à ce sujet. J'ai fait une campagne qui m'a énormément marquée de la marque de cosmétiques NYX sur True ID Card, où en gros, on voit Bilal Hassani qui vient faire une photo d'identité pour ses papiers d'identité, et donc qui est comme on le voit d'habitude, perruque, maquillage, hyper extraverti, et qui doit en fait et à chaque fois le message de la machine c'est non conforme, et donc il arrête de sourire, non conforme, il enlève un accessoire, non conforme, etc. Et tout le message de cette campagne c'est vraiment de révéler sa vraie identité. Donc il y a la question d'identité, et il y a tout un super message de représentation, d'inclusivité. Et cette campagne, cette vidéo a été faite par Charlotte Abramov, qui est une réalisatrice belge que j'adore. Oui. Et franchement, ça serait, je pense, un bon rêve de l'avoir sur le podcast et d'avoir l'équipe aussi marketing et communication NYX pour avoir un peu les dessous de cette campagne. Je trouve que ce serait un chouette épisode. Ah c'est possible, hein. Moi je te le souhaite en tout cas. Trop bien. Du coup, prochain épisode, ce sera avec Charlotte. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup. En tout cas, Anaïs, on a appris beaucoup sur toi, et c'est beau de voir, parce qu'on dit toujours que le fond, c'est la forme. Non, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et je trouve qu'à travers cet épisode, découvrir pour ce podcast sur marketing. Donc, merci pour cette participation à ce podcast, et surtout, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être de l'autre côté du micro. Et merci encore Laureline pour cet échange, et puis merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode anniversaire et le dernier épisode de cette 2e saison de Slow Marketing. Et donc je vous dis on se retrouve en mars pour de nouveaux épisodes, et d'ici là toutes les 2 semaines dans la newsletter avec des rediffusions et des épisodes bonus. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.